Bonjour, eh bien, on commence tout de suite avec cette première table ronde que Laurent Bouvet vient de vous annoncer. J'appelle donc Véronique Corazza, qui est principale du collège en Seine-Saint-Denis. Rada Hattenganzer, qui est gynécologue et qui a créé une association qui s'appelle Maison de Femmes en Seine-Saint-Denis. Marie-Laure Brossier qui est élue à Bagnolet. Et Samuel Mayol, qui est le directeur de l'IUT de Saint-Denis. Je donne la parole immédiatement à Véronique Corazza, qui a un témoignage à vous livrer sur son expérience. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Véronique Corazza. Je suis depuis bientôt 9 ans principale d'un collège de 600 élèves de l'éducation prioritaire à Saint-Denis. Cette ville est d'une grande richesse humaine, mais très compliquée, fortement touchée par la ghettoisation, les difficultés économiques et sociales, ainsi que l'insécurité. Alors la mission des personnels du collège est d'assurer la réussite des élèves, de transmettre et de faire partager les valeurs de la République afin de permettre aux élèves de devenir des citoyens éclairés. Les attentats de janvier 2015 ont été pour moi un véritable choc, remettant sérieusement en question mon impression que la laïcité était plutôt bien respectée en France. Depuis ces attentats, une forte impulsion a été lancée par le ministère de l'Éducation nationale, appelant à une mobilisation sur le terrain de tous les personnels pour la promotion des valeurs de la République et de la laïcité. Il ne faut donc pas craindre d'agir. C'est depuis ces terribles événements de 2015 que j'incite fortement les personnels du collège à s'engager dans la transmission des valeurs républicaines. Dans le collège que je dirige, de nombreuses initiatives sont prises pour promouvoir les valeurs de la République et la laïcité, l'égalité garçons-filles, lutter contre le harcèlement, les discriminations, le racisme et l'antisémitisme, pour entretenir la mémoire. Par exemple, tous nos élèves cette année sont amenés par les professeurs au mémorial de la Shoah. Par ailleurs, dès la rentrée, je rappelle aux professeurs qu'ils doivent, dans le cadre de leurs cours, discerner les propos d'élèves qui relèvent du questionnement habituel ou du manque de connaissances sur le sujet, de propos qui peuvent constituer une contestation du contenu des enseignements. En effet, les élèves ont parfois des idées arrêtées et des a priori qu'ils entendent soit à la maison, soit dans certains lieux de la ville ou sur Internet. Dans certains cours, il n'est pas toujours simple pour les professeurs de faire reculer certains tabous, souvent liés à l'emprise de croyances religieuses. Les professeurs doivent faire preuve de pédagogie et de professionnalisme et surtout, se savoir soutenus par leur chef d'établissement en cas de problème. Nous faisons bien sûr appliquer la loi de 2004 d'interdiction de port de signes religieux. La loi est globalement bien respectée par les élèves dans mon établissement. Quelques rappels à l'ordre sont parfois nécessaires, mais ils sont à la marge. La charte de la laïcité est explicitée en début d'année par les enseignants, les professeurs aux élèves. Alors dans mon collège, il y a une action qui me tient particulièrement à cœur et qui se déroule tous les 2 mois, à chaque veille de vacances. C'est la journée de l'élégance que j'ai officiellement instaurée suite à la demande initiale d'une élève qui était venue me voir à la grille en me disant « Madame, vous seriez d'accord pour qu'on fasse une journée de l'élégance ?» Ce qui permet aux filles et aux garçons de s'habiller comme elles et ils le souhaitent. Pour les filles, par exemple, nous avons des jupes, des robes, des pantalons moulants. Pour les garçons, des chemises, des chemisiers, de beaux pantalons, des cravates et des nœuds papes. À cette occasion, beaucoup d'élèves s'habillent élégamment, osant surmonter les regards parfois critiques ou le sexisme. C'est tout simplement la liberté de s'habiller élégamment, précieuse liberté. Être Charlie au quotidien, c'est aussi agir contre l'intrusion dans mon collège d'idéologie et d'agissements anti-républicains. Voici 3 exemples concrets. Premier exemple, des étudiants d'Université Paris 8 de Saint-Denis candidatent souvent à un poste d'assistant d'éducation ou d'assistant pédagogique dans mon collège pour la surveillance et l'accompagnement pédagogique des élèves. Or, un certain nombre d'étudiants de Paris 8 ont organisé depuis 2 ans au sein de leur université ce qu'ils appellent des réunions non mixtes racisées, des paroles non blanches, bref, des réunions interdites aux blancs.
Afin que de telles idées et pratiques anti-républicaines n'entrent pas dans mon collège, je suis très vigilante lors des entretiens d'embauche de ces étudiants et leur pose notamment des questions spécifiques, lors des questions sur les valeurs que doit respecter tout assistant d'éducation respecter et faire partager aux élèves tout assistant d'éducation ou tout assistant pédagogique. Deuxième exemple. Certaines associations d'aide aux devoirs à Saint-Denis, aux alentours, cachent en réalité des écoles intégristes clandestines, peu enclines à transmettre aux jeunes les valeurs de la République, et donnent illégalement des cours à des enfants déclarés par leurs parents en scolarisation à domicile. Donc, lorsque je trouve collée à l'entrée de mon collège une affiche d'association proposant du soutien scolaire, c'est ce qui est annoncé, je me renseigne et j'agis lorsque c'est nécessaire afin que les élèves et leurs parents ne soient pas abusés. Troisième exemple, il y a un peu moins d'1 an, j'ai embauché un assistant d'éducation qui, quelques semaines après sa prise de fonction, a refusé de serrer la main aux femmes, annonçant qu'il entamait un jeûne. Averti par les conseillères principales d'éducation, les CPE, qui venaient par ailleurs d'apprendre que ce monsieur avait demandé à des personnes s'il y avait dans le collège une salle où il pouvait faire sa prière, celui-ci s'entêtant et évoquant successivement plusieurs raisons à son refus de serrer la main aux femmes, problème de jalousie dans son couple, rhume, etc. J'ai convoqué l'assistant d'éducation et lui rappelé son obligation de respecter la neutralité de sa fonction, la neutralité des services publics, les valeurs de la République et l'égalité homme-femme, le mettant en demeure de changer de comportement. Comme il a persisté dans ses agissements, allant jusqu'à porter une attelle à la main droite, invoquant une blessure au sport l'empêchant de serrer toute main, masculine comme féminine, j'ai décidé de l'isoler des élèves, de le suspendre, puis finalement de le licencier, afin de préserver mes élèves. Dans ce litige, j'ai averti ma hiérarchie dès le début, mais été confrontée à l'isolement et au manque de soutien du rectorat de Créteil. Finalement, être Charlie au quotidien, pour moi, c'est agir avec détermination et exemplarité pour assurer la liberté de conscience des élèves et développer leur sens moral par la promotion et la défense des valeurs qui nous rassemblent. Pour moi, c'est tout simplement accomplir mon devoir de principal de collège envers les enfants de la République. Je vous remercie. Merci Marie-Laure Brossier. Je donne la parole à Hada Hatem-Ganzer, qui est donc à la fois gynécologue en Seine-Saint-Denis et qui a créé cette association Maison des femmes. De quoi s'agit-il ? Bonjour à tous. Alors, être Charlie au quotidien, je pense que ça ne veut pas dire pareil pour tout le monde. Pour moi, c'est transmettre. Alors, qu'est-ce que j'ai à transmettre ? Je viens d'un pays multiculturel où il n'y a absolument pas de laïcité, où le mariage civil n'existe pas. Et j'ai eu la chance d'être éduquée dans une école française, le lycée français de Beyrouth, et qui est tenue par la mission laïque française. Donc laïque, le verre était dans le fruit dès la maternelle. Et grâce à cette éducation, grâce à ce que j'ai pu connaître d'artistes, d'écrivains, de philosophes, de psychanalystes, de dessinateurs, de chanteurs, je me suis fait ma petite idée de la France. Et pour moi, la France est principalement laïque et libre. Et quand je suis arrivée en France, c'est là ce que j'espérais retrouver. Je suis gynécologue accoucheur, je travaille dans le 93. J'y ai créé la Maison des femmes, qui est un lieu qui accueille les femmes vulnérables principalement. Et être Charlie, pour moi, c'est transmettre à ces femmes ma vision de la femme dans une société laïque, c'est-à-dire une femme libre, autonome, forte, créatrice. Et vous allez me dire, c'est sympa, comment ça marche ? Je vais vous donner juste 2 petits exemples de ma consultation d'hier, mais je peux vous en donner de toutes mes consultations de tous les jours. La première, c'est une femme sénégalaise qui était excisée, que j'ai opérée, mais ce n'est pas l'opération qui a fait Charlie. Ce qui a fait Charlie, c'est tout ce qu'elle a pu trouver dans cette maison d'écoute, d'ouverture, d'accueil de tout le monde, femmes voilées ou dévoilées, femmes en mini-jupe ou en djellaba. Et ce qu'elle m'a dit hier, c'est « Alors je suis une autre femme, je n'ai plus peur de rien, maintenant j'ose. Mes ailes ont poussé, mon mari me respecte, je commence à entreprendre des choses que j'avais jamais osé entreprendre et personne ne peut m'arrêter. » Alors quand elle m'a dit ça, je me suis dit « Bon, je fais un peu Charlie. »
ce qu'elle m'a dit aussi, c'est maintenant, moi aussi, j'ai envie. Comme vous, j'ai envie d'aider les femmes à être fières d'elles. Et donc, je me suis dit que on allait être plein de petits Charlie, ça serait super. Un autre exemple, c'est une femme du Bangladesh qu'on m'a envoyée parce qu'elle voulait se suicider. Alors, pourquoi est-ce qu'elle voulait se suicider? Parce que l'échographiste venait de trouver que le fœtus dans son ventre était une fille. Et elle avait déjà 2 filles. Et elle commence en me disant « Je suis musulmane, et vous savez, chez moi, si on n'a pas d'enfant garçon, on n'est rien et je vais me tuer. » Alors là, j'ai aussi fait Charlie. Je lui ai parlé pendant 1 heure de ce que c'était formidable d'être une femme, que les femmes étaient l'avenir de l'homme. Je l'ai emmené visiter la maison, on n'a que des portraits de femmes extraordinaires. Et je lui ai rappelé qu'en Chine, il manque des centaines de milliers de femmes et que l'avenir du monde était quand même un petit peu inquiétant à cet endroit-là. Alors elle est partie en me disant « Bon, je ne suis pas sûre de l'aimer, cette petite fille, mais je ne vais pas me suicider. » Et 3e petit exemple, c'est quand je vais à la rencontre des élèves dans les lycées et les collèges de Saint-Denis, y compris dans les lycées d'obédience catholique, où il faut encore expliquer aux filles qu'elles ont le droit de disposer de leur corps, que coucher avant le mariage n'est pas un péché, qu'on n'ira pas en enfer parce qu'on a fait une IVG. Ça aussi, pour moi, c'est être un peu Charlie. Alors, ce que je voudrais juste vous dire pour finir, c'est que quand je me lève le matin pour être Charlie, à ma façon, dans le 93, mais comme j'ai pu l'être dans le 75, dans le 94, comme je pourrais l'être dans la Creuse, eh ben je me lève avec plaisir et enthousiasme. Je vous remercie. Merci. Merci Rada, Hatem Ganser. Je donne la parole maintenant, parce qu'il va aller très vite, à Marie-Laure Brossier, élue de Bagnolet. Allô ? Allô ? Bonjour, je suis Marie-Laure Brossier, conseillère municipale à Bagnolet et issue de la société civile. À partir de 2012, je me suis engagée fortement pour dénoncer les dérives financières, communautaristes et clientélistes qui sévissaient dans ma ville, une ville à genoux, qui est passée à un cheveu d'être mise sous tutelle et qui a ouvert une autoroute à l'idéologie des indigènes de la République et à l'entrisme religieux. Le sommet, je pense, a probablement été atteint lors de l'accueil du Printemps des quartiers en 2012. La grand-messe de la mouvance décolonialiste s'est invitée dans nos gymnases municipaux. Parmi les invités, Tariq Ramadan et Ouria Boutelja. Cette dernière prononcera d'ailleurs devant un parterre bondé cette désormais célèbre phrase « Mohamed Merah, c'est moi ». Les municipales de 2014 ont sonné la fin de ce mandat ubuesque. Depuis, un effort certain a été porté sur la question locale et les dérives les plus grotesques ont été purgées. La ville ne finance plus de stages d'anglais au Qatar et aucune école coranique illégale n'est revenue s'installer dans les locaux municipaux. Et pourtant, malgré ce mieux, je reste consternée par les entorses, les petits arrangements ou les dénis qui persistent et qui entachent notre devoir d'élu à incarner et à appliquer les principes et les valeurs de notre République. Par manque de temps et parce que la liste est longue, malheureusement, je témoignerai uniquement de 2 exemples pour illustrer ce constat. En 2015, j'ai saisi la justice pour diffamation contre Youssef Brakni, militant biberonné aux indigènes de la République et qui sévit depuis des années sur la ville. Alors que la procédure judiciaire était en cours, il a, depuis les gradins du public, en plein conseil municipal, hurlé un torrent d'insanité à mon encontre en toute impunité. Il a littéralement dévoyé une instance de la République sans que le premier magistrat de la ville ne prenne ses responsabilités en déclarant une interruption de séance pour le faire sortir. Non, rien. Le silence alors que je sortais de la mairie sous escorte. Le 21 septembre dernier, j'ai gagné mon procès en appel et je peux vous dire que ce fut libératoire, même si le courage a cruellement fait défaut lors de cette soirée. Pour mon 2e exemple, je vais vous parler de l'association Front de Mer, cofondée par une bagnoltaise. Cette association a vu le jour il y a quelques mois et le texte fondateur fait froid dans le dos. Ce n'est ni plus ni moins une charge violente, je dirais même un véritable procès en racisme du corps enseignant et de l'école de la République qui se déverse tranquillement auprès des mamans et des parents de nos quartiers. Une journée y a même été consacrée en mai dernier à la parole errante à Montreuil, en présence d'Anaïs Flores, membre du syndicat Sud Éducation 93, que l'on ne présente plus depuis l'organisation d'ateliers interdits aux Blancs et la plainte de notre ministre de l'Éducation. Je vais juste vous lire quelques phrases de cet appel. Parents noirs, arabes et musulmans, parents habitant les quartiers populaires, êtes-vous sereins quand vous confiez vos enfants à l'école le matin ?
Nos enfants apprennent à l'école à avoir honte de leur maman. Ou encore, nos enfants apprennent très tôt la hiérarchisation raciale. Nos enfants apprennent à l'école à avoir honte de ce qu'ils sont. Cette manière dont l'école traite nos enfants n'est pas accidentelle. Je vous invite à lire l'appel complet qui est très long et qui est du même acabit. Voilà, ce texte est une infamie et sous couvert de lutter contre les inégalités, il distille en réalité un discours de haine et détruit le long travail de cohésion et de solidarité que tissent inlassablement les instituteurs en charge de classe dans les quartiers populaires. Je pense que le témoignage de Véronique vient corroborer cela. Début décembre, j'ai informé à nouveau les élus de ma ville pour les alerter sur ces activités. À ce jour, toujours aucune réaction de la part du maire. Donc peut-être pense-t-on que la République résorbera cela comme par magie, car elle est grande et forte, notre République, n'est-ce pas? Non, la République n'est pas magique, elle s'incarne et elle se vit. Le silence et la résignation, voilà donc ce qui m'attriste au-dessus de tout. Non pas les combats qui doivent être menés, non pas le déferlement de haine qui doivent être menés, qui jouit en plus de la liberté effective de notre pays. Cela, il faut le combattre, mais cette capacité à faire sienne des propriétés physiques thermoformables, ce n'est plus la République et ses principes qui imprègnent son environnement, c'est l'environnement qui impose son empreinte à la République, déviant peu à peu notre socle commun universaliste et partagé à l'échelle nationale vers une gestion plus relativiste en fonction des territoires et des enjeux politiciens. Être toujours Charlie, du point de vue de l'élu que je suis, et c'est l'objet de mon intervention, c'est avoir l'exigence de préserver et de diffuser coûte que coûte les valeurs qui ont fondé notre commun et de combattre les extrémismes, le repli identitaire et toute forme d'obscurantisme qui enfonce notre société dans les abîmes au lieu de tendre vers l'émancipation et l'universalisme. C'est cela, être toujours Charlie, et c'est une exigence qui s'adresse à tous, bien entendu, mais tout particulièrement aux élus qui en sont les premiers garants et qui ont en eux la charge par le mandat qui leur est confié. Merci. Merci, merci. Dernier témoignage de cette table ronde, être toujours Charlie en Seine-Saint-Denis, Samuel Mayol, qui est le directeur de l'IUT Paris-Saint-Denis. Bonjour à tous, donc effectivement je suis Samuel Mayol, le directeur de l'IUT de Saint-Denis, qui est donc rattaché à l'université Paris 13. La question, je crois, de cette table ronde, effectivement, est de savoir si on peut être toujours Charlie en Seine-Saint-Denis. Moi, ma réponse, elle est très claire et elle tient en un seul mot, oui. On peut être Charlie et toujours Charlie en Seine-Saint-Denis. On l'est autant en Seine-Saint-Denis qu'ailleurs. Alors effectivement, il y a un certain nombre peut-être de questions qui peuvent nous interpeller et on est là aujourd'hui pour essayer d'y répondre. Je pense qu'en réalité, il y a un point qui me semble vraiment important depuis 3 ans, c'est de mettre en avant l'éducation qui doit être vraiment essentielle pour expliquer aux générations d'étudiants qui nous arrivent depuis ce qu'est être Charlie aujourd'hui, parce que je pense que ce message-là n'est pas forcément toujours bien compris. Je pense que, quoi qu'il arrive, il ne faut rien céder, rien lâcher, rien abandonner sur les valeurs de la République, sur l'égalité femmes-hommes, sur l'homophobie, sur la laïcité, sur toutes ces valeurs qui sont si importantes pour nous, sur la liberté d'expression bien évidemment. Il ne faut rien lâcher. Tout consiste finalement à savoir comment on doit faire et comment on doit expliquer et surtout faire de la pédagogie. En tout cas, à l'IUT de Saint-Denis, c'est ce qu'on essaye de faire, nous, quasiment quotidiennement. Il faut expliquer ce qu'est la liberté d'expression. Je pense que ce n'est pas suffisamment clair. Pour beaucoup de personnes aujourd'hui, la laïcité, eh bien, finalement, c'est peut-être un arsenal juridique qui permet le racisme. Et beaucoup de personnes font l'amalgame entre la laïcité et le racisme. Et c'est justement ça qu'il faut expliquer. Et je pense que s'il y a bien un combat que nous devons collectivement, et je pense qu'ici on est quand même suffisamment nombreux pour être d'accord sur ce sujet-là, il faut qu'on arrive à expliquer que précisément la laïcité, c'est l'inverse du racisme et ça protège justement l'ensemble des personnes. Le racisme, c'est l'idée qu'il y a la suprématie d'une partie de la population sur une autre partie de la population. C'est exactement l'inverse de ce que nous faisons et de ce que nous défendons lorsque nous prenons la laïcité. Je pense qu'effectivement, cette question de laïcité
permet, et ça a été dit dans les interventions précédentes, permet l'universalisme et l'égalitarisme des droits, l'égalité des droits. Alors qu'aujourd'hui, un certain nombre de personnes, au nom de leur religion, demandent au droit à la différence et surtout à la différence des droits. Et nous, avec les valeurs républicaines qui sont les nôtres et avec la valeur de la laïcité qui est si importante, c'est exactement l'inverse que nous proposons, puisque nous proposons à chacun le droit à l'indifférence. Et je pense que sur ce sujet-là, il faut qu'on soit vraiment unanime pour expliquer et continuer à faire de la pédagogie, la laïcité, la République, ce qu'on appelle notre déclaration des droits de l'homme, où chaque citoyen a les mêmes droits, eh bien c'est les mêmes droits pour tout le monde. Alors, je ne vais pas reprendre l'exemple de l'IUT de Saint-Denis, je pense que vous avez certainement dû en entendre parler, mais en tout cas, on voit bien que lorsqu'il y a des dérives comme celle-là, où moi, en tant que responsable universitaire, directeur d'un IUT depuis 5 ans maintenant, la seule chose qui m'a intéressé, c'était d'essayer de faire respecter la neutralité de l'État. Et lorsque je vois que les bâtiments publics, les bâtiments de l'université sont utilisés à d'autres fins que de dispenser le savoir universel, eh bien, notamment à réaliser des prières, puisque c'était une des salles de mon IUT qui avait été transformée en salle de prière, bien évidemment, j'y mets fin. J'y mets fin et immédiatement. Et c'est à ce moment-là que les problèmes ont commencé pour moi, puisqu'il y a eu à ce moment-là 32 menaces de mort, 2 agressions physiques, des tonnes, je ne les compte même plus, d'insultes sur les réseaux sociaux, et puis toute une hiérarchie qui finalement se met en guerre contre moi au nom de certains comportements électoralistes, y compris dans les universités. Il n'y a pas que les collectivités territoriales qui subissent cela. Évidemment, les voix de ces étudiants comptaient plus pour le président que la voix du directeur de l'IUT. Eh bien, je me retrouve suspendu de mes fonctions, traîné en commission disciplinaire, en prétendant que c'était finalement moi qui avais introduit des tapis de prière dans la salle et que j'avais donc tout inventé. Donc je me suis retrouvé comme en étant un manipulateur. Mais finalement, qu'est-ce qui, moi, m'a permis de m'en sortir? D'abord, le fait que les faits étaient bien évidemment en ma faveur. Je n'ai jamais mis ces tapis, tout le monde le sait. Enfin, tout le monde le sait. Tout le monde le savait, même si certains prétendaient le contraire. Mais surtout, à l'époque, quand on voit bien qu'on a affaire à des personnes, comme c'était mon cas en tout cas, proches des étudiants, proches du personnel, les gens ne se sont pas laissés avoir dans l'IUT, ni les étudiants, ni le personnel, en tout cas la grande majorité du personnel. Et c'est grâce au soutien dans l'IUT, dans l'université, d'un certain nombre de personnes, mais également d'ailleurs en dehors, et tout le mouvement laïque. Et d'ailleurs, c'est l'occasion aussi pour moi de remercier tous ceux qui ici, aujourd'hui, sont présents. Et encore quelques minutes. 10 secondes, Samuel, 10 secondes. Je ne pensais pas avoir pris aussi de temps, autant de temps. T'arrives au bout de ton histoire? Oui, j'arrive à mon histoire. Voilà, donc je terminerai juste, donc du coup, excusez-moi, je me suis un peu laissé prendre par le temps. Je pense que voilà, pour conclure du coup, et M. Bouvet m'en voudra pas, être Charlie aujourd'hui, c'est strictement ne rien lâcher, poursuivre et encore toujours le combat, expliquer, convaincre, prouver que la laïcité est là uniquement pour une chose, protéger les citoyens de notre pays, protéger la République et considérer, ce sera ma dernière phrase, que la religion est une affaire privée, que la politique est une affaire publique et que les deux n'ont pas à être mélangés. Merci beaucoup. Merci. Merci Samuel Mayol. Merci Rada Hatem Ganzer. Merci Véronique Corazza. Et merci Marie-Laure Brossier.